effectivement, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Colombie et le Pérou a été déjà ratifié par le Parlement européen. Alors déjà, juste avant de commencer, je voulais savoir le niveau de connaissance à peu près des accords de libre-échange, en l'occurrence celui avec l'Union européenne, pour voir un petit peu, à peu près ce que je vais raconter. Est-ce qu'il y en a qui en ont déjà entendu parler, qui savent... Bon, disons ceux qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit, ou le processus, est-ce que vous pouvez lever la main pour avoir une petite idée? Ok, d'accord. Donc, mais je vais peut-être, avant de parler du processus, je vais vous raconter un petit peu ce que c'est que cet accord de libre-échange et qu'est-ce que c'est, etc. Je pense que ça fera un peu plus sens pour vous. Je pense. Donc, d'abord, parlons d'accord de libre-échange, pour une petite introduction en fait, à ça. Alors, un accord de libre-échange est évidemment un instrument et un outil commercial, mais comme on l'a vu au début de ce documentaire, évidemment, c'est pas que ça, c'est-à-dire que c'est un outil politique et un outil de défense des intérêts d'un État ou alors de l'union, enfin d'une union d'un groupe de pays comme ouais, on l'a très bien vu hein, dans ce que dit Obama, c'est-à-dire que l'objectif c'est de sécuriser les intérêts des entreprises et du marché américain. Donc voilà, il faut toujours avoir en tête que quand on parle de commerce et de politique commerciale, c'est jamais simplement du commerce, c'est qu'il y a toute la question des intérêts des pays derrière. Et que, par conséquent, il y a toujours un rapport de force extrêmement fort, forcément, entre les différentes parties qui négocient ces accords-là. Bon, évidemment, quand on parle de l'Union européenne versus Colombie et Pérou, on voit à la base qu'il y a évidemment un rapport de force qui est complètement à la défaveur d'un pays comme la Colombie et le Pérou et en faveur forcément de l'Union européenne. Et en l'occurrence, cet accord-là, donc l'accord Colombie-Pérou-Union européenne, a été en fait proposé par l'Union européenne, c'est-à-dire c'est l'Union européenne qui a en gros écrit son accord, a écrit plus ou moins ce qu'elle voulait et a proposé à ces pays-là, bah tenez, voici le projet qu'on a, en gros signé, c'est plus ou moins en général comme ça que ça se fait. Et donc effectivement ça a été aussi négocié de façon, comme la plupart des accords de libre-échange, mais de façon très secrète, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui a été communiqué, on n'a pas expliqué à la fois à la société civile, aux associations, ce qu'il y avait dans cet accord, ni aux populations de façon générale. Donc c'est des choses qui, à la base, sont secrètes dans leur négociation et répondent à des objectifs vraiment d'intérêt en gros, la partie qui est en position de pouvoir dans les négociations. Donc, en gros, en quoi consiste cet accord? C'est ouvrir les marchés, c'est-à-dire permettre l'accès au marché pour l'Union européenne au marché colombien et inversement, supposément, pour les entreprises colombiennes sur le marché européen. Donc, en gros, c'est baisser les droits de douane, baisser les barrières de commerce pour qu'il y ait tout simplement plus de commerce, pour que chacun puisse aller exporter ou importer. Je dis ça en théorie, hein, parce que évidemment, il y a toujours une partie qui forcément a plus de possibilités d'aller exporter que l'autre, etc. Donc c'est principalement ça, une ouverture des marchés des biens et services, des marchés publics, des investissements, hein, comme on le voyait un petit peu, ce qui était raconté par rapport au début à l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Donc la conséquence de cet accord qui a effectivement été ratifié par le Parlement européen en 2012, mais ça ne suffisait pas en fait pour... évidemment la Colombie a aussi ratifié, mais ça ne suffisait pas en fait que cet accord soit ratifié par le Parlement européen, parce que vu qu'il y a des clauses en fait liées aux droits de l'homme et à la démocratie, en fait ça relève aussi de la compétence des États membres, donc en fait c'est un accord qui est toujours en cours de ratification par chaque État. Et donc on ne peut pas encore concrètement parler de conséquences et dire de façon claire quel a été l'impact de cet accord, parce qu'il a été mis en vigueur en fait de façon provisoire depuis août 2013. Mais voilà, on n'a pas encore d'études concrètement d'impact de cet accord-là. Par contre, on a, au vu du contenu de l'accord, en fait, différents types d'impact attendus en fait, par différentes études qui ont été faites, à la fois par des associations, à la fois par certains groupes de recherche, notamment sur les questions agricoles. On a différentes thématiques et problématiques très graves qui peuvent se passer donc, en Colombie, et c'est de ça que je vais parler un petit peu
un petit peu plus en profondeur et qui relève en fait tout simplement du fait que cet accord n'a pas été fait en prenant en compte l'intérêt en fait à la fois économique et social de la Colombie, mais des intérêts économiques et des multinationales de l'Union européenne. C'est pour ça qu'en fait toutes les conséquences que je vais évoquer sont en fait... alors c'est comme s'il y a dans le documentaire, c'est complètement déclinant, on se dit mais comment est-ce que c'est possible, mais ça s'explique tout simplement parce qu'en amont, c'est un processus qui est fait absolument pas de façon démocratique et dans l'intérêt des pays. Donc il y a une question qui est très importante, c'est la question alors, en Colombie, il y a énormément de commerce et d'exploitation minière, en fait, de charbon et d'autres ressources naturelles. Et en fait, c'est à la base une activité commerciale qui pose énormément de soucis. Alors déjà, au niveau de l'environnement et du droit des populations, parce qu'en fait, ça entraîne... je vérifie, c'est ça. De graves problèmes, parce que sinon, ça pollue les ressources en eau locales. Ça entraîne, donc forcément, du coup, les populations ne peuvent plus survivre aux alentours. Ça entraîne à la base des évictions forcées des populations, parce que les multinationales, forcément, ont besoin de grands terrains, en tout cas, ont besoin de s'approprier les territoires sur lesquels se trouvent les ressources naturelles. Donc il y a tout un processus en fait, d'éviction des populations autochtones qui est forcément une violation des droits de l'homme. Et tout ça, en fait, va être accentué par cet accord de libre-échange parce que le but, c'est de favoriser les investissements et de libéraliser en fait, les échanges au maximum. Et aujourd'hui, donc les exportations colombiennes vers l'Europe sont principalement, alors je crois que c'était 60% les derniers chiffres qu'on a eu l'année dernière, je me souviens plus. Ouais, aux alentours. Alors attendez, je ne veux pas vous dire de bêtises. Qu'est-ce que c'est 60% environ des exportations colombiennes vers l'Union européenne, c'est du charbon. C'est-à-dire qu'en fait, cette libéralisation va renforcer un modèle d'extractivisme qui existe en Colombie, qui ne sert absolument pas le développement économique de façon générale, qui ne sert pas du coup les populations, qui n'apportent pas d'emploi sur le terrain, parce que évidemment ce sont des multinationales étrangères qui ont la main mise sur ces exploitations-là. Et donc une des conséquences de l'accord de libre-échange, ça va être de faciliter, d'encourager ce commerce-là. Ce qui est absolument une contre-réponse totale aux problématiques et aux besoins de la Colombie. Voilà, donc, sachant que 94% du charbon de la Colombie est exporté vers l'UE. Donc c'est vraiment l'Union européenne est un gros réceptacle de cette production-là. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais peut-être voir plus tard. Il faut savoir que même le Parlement en fait, reconnaît tous ces faits-là, c'est-à-dire qu'il y a aussi des études de l'ONU sur les questions de disparition des peuples autochtones, de ces conséquences dont je parle, qui sont sues donc par le Parlement, par les négociateurs, mais évidemment on n'en tient pas compte parce que ce n'est pas la priorité. Il faut savoir évidemment que, je pense que vous le savez tous, que la Colombie est un pays en situation catastrophique au niveau des droits de l'homme, notamment des libertés syndicales aussi. On compte encore en 2014 22 assassinats de syndicalistes, parce qu'à partir du moment où on commence à s'opposer en fait, à par exemple, je parlais des multinationales du secteur extractif, à partir du moment où on commence à s'opposer à des projets économiques ou à dénoncer des situations sur le terrain qui sont problématiques, et ben il y a il y a tout un système de milices, de protection, système de sécurité privée lié aux multinationales qui sont évidemment très louches, et je ne suis pas experte de ces questions-là, mais voilà, nos partenaires et les syndicalistes en Colombie font ressortir ça comme une des problématiques extrêmement graves, c'est-à-dire que en fait, accepter de faire un accord de libre-échange et d'encourager ces pratiques-là, ça veut dire qu'en fait, on ne tient pas compte tout simplement de ces violations de droits de l'homme, de ces assassinats, de ces enlèvements, de ces menaces en permanence, qui sont faites en permanence contre ces défenseurs des travailleurs, etc. Et donc ça pose un problème de base, en fait, de passer un accord de libre-échange avec un pays qui ne respecte pas ses droits de l'homme, sachant que donc, cet accord de libre-échange contient une clause démocratie et droits de l'homme qui est censée, en théorie, assurer donc, le respect des droits de l'homme en Colombie et qui
alors, stipule que c'est une condition au respect, enfin oui, c'est une condition à l'accord, en fait, à l'accord de libre-échange, que le pays respecte les droits de l'homme et qu'il y a toute une série d'organes institutionnels qui sont prévus, de suivi, de la mise en place de cette clause, etc., qui n'est absolument pas respectée. Donc là, il y a quelques mois, quand est-ce que c'était ? C'était en mai, je crois, il me semble, en avril, je ne me rappelle plus. On a une délégation de Colombiens donc, qui venait de syndicats et d'organisations environnementales qui sont venus témoigner auprès notamment de parlementaires à l'Assemblée nationale et qui témoignaient du non-respect absolu en fait, de ces clauses-là, qui n'avaient jamais été consultées, que toutes les promesses qui avaient été faites et qui étaient quand même contenues du coup dans l'accord sur ces clauses-là n'avaient jamais été suivies, que la Commission européenne considérait que finalement ces clauses-là n'étaient pas du tout contraignantes et ne remettaient pas en question les accords commerciaux, même si on voyait bien que en gros le gouvernement colombien ne faisait absolument rien, ça ne remet pas en cause l'accord. Donc il y a un gros problème aussi entre au final, qu'est-ce qu'il y a d'importance dans cet accord-là? C'est pas du tout les questions de respect des droits de l'homme et de développement durable, comme on peut le croire, comme il est écrit effectivement dans cet accord-là. Mais ce qui est contraignant et important, c'est simplement les clauses commerciales, c'est-à-dire les accords, les facilitations d'échange et puis les facilités qu'on donne aux multinationales de pouvoir venir investir. C'est ce qui compte et ce qui est la norme. Voilà, ça c'est un des autres aspects extrêmement inquiétants. Je vais essayer d'aller rapidement. Il y a aussi un gros problème au niveau de la sécurité alimentaire, de la souveraineté alimentaire de la Colombie. Bon, là, on a vu un aspect extrêmement inquiétant. Il y a un autre aspect contre lequel, d'ailleurs, les agriculteurs colombiens se sont soulevés. C'était l'année dernière aussi, en 2014. Donc c'était presque à l'anniversaire de la mise en vigueur provisoire, disons, de l'accord de libre-échange. Les agriculteurs sont sortis dans la rue pour manifester contre la menace qui est contenue dans cet accord par rapport à la filière, au secteur laitier en Colombie. Parce qu'avec la libéralisation des échanges, donc le fait qu'il n'y ait plus aucune barrière douanière, qu'il n'y a plus aucune possibilité en fait, de protéger les producteurs contre les importations en masse de l'Union européenne, on connaît, on ne va pas rentrer dans les détails de la politique agricole européenne, mais on a des subventions énormes pour les agriculteurs, on a un système qui fonctionne absolument pas, qui cause énormément de surproduction et qui permet au final au secteur laitier européen d'aller sous différentes formes, exporter en fait son lait, que ce soit sous forme de lait en poudre ou autre, dans plein d'autres pays à des prix, à des coûts extrêmement bas, ce qui en fait forcément fait que les producteurs, qui sont en général pas des gros producteurs, mais des petits ou moyens producteurs, se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent pas du tout en fait, être en concurrence avec ces productions-là qui sont, on appelle ça du dumping, hein, c'est-à-dire qu'on a des subventions dans l'Union européenne qui, sous différentes formes, ça par contre à du dumping, c'est-à-dire qu'on va aller vendre des produits à des coûts inférieurs à ce qu'ils nous ont coûté. Et donc là, quand on a des producteurs qui ont des méthodes de production traditionnelles et pas des trucs de masse, etc., ils se retrouvent dans l'impossibilité de vendre leur production, du coup de fermer. Enfin, c'est différent, mais c'est un petit peu le même cycle en fait que ce que décrivaient les producteurs qu'on a vus dans le documentaire, c'est-à-dire qu'au final, il y a uniquement les gros producteurs et les gros industriels de l'agroalimentaire qui peuvent survivre parce qu'ils peuvent casser les prix en faisant de la production de masse, etc. Et donc c'est une autre catastrophe en Colombie parce que le secteur laitier est assez important et repose principalement sur des petits producteurs. Donc voilà, en gros, je vous donne un peu des grands éléments, vous pouvez me demander des précisions un petit peu plus tard. Alors aujourd'hui, où on en est, comme je vous ai dit, on en est donc à la ratification au niveau des États membres, donc de chaque pays de l'Union européenne, pays membre. Alors en septembre, l'Assemblée nationale a passé en première lecture le projet, donc elle a dit ok, c'est passé, on n'était même pas au courant, alors qu'il y a quand même plein d'associations qui travaillent depuis des années là-dessus, qui font une campagne, c'est des campagnes de longue haleine, parce que les accords de libre-échange, ça dure longtemps, les négociations, il faut avoir de l'information, etc. C'est passé en septembre, on n'a même pas été au courant
voilà, c'est passé vraiment 2 secondes sans aucune discussion, c'est-à-dire que sur le compte-rendu de l'Assemblée, il n'y a même pas une ligne entière en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débat, il n'y a eu aucune discussion, rien, juste ok, c'est bon. Et du coup là, le texte, la proposition de loi pour la ratification va passer au Sénat. Alors normalement c'était prévu en décembre, là, je ne sais pas trop si ça va être le cas ou pas. Voilà, donc c'est pas très optimiste tout ça, parce qu'on sait qu'on n'a pas vraiment de chance, vu comme c'est passé actuellement, on sait qu'on n'a pas trop de chance de faire capoter la chose au niveau français. Après, il y a peut-être d'autres pays européens sur lesquels il y a toujours possibilité de faire pression, mais du coup on est un petit peu plus là en ce moment sur le suivi, c'est-à-dire dénoncer avec les éléments qu'on a, puisque comme je vous disais, l'accord est entré en vigueur de façon provisoire. Ça, d'ailleurs, je dis ça rapidement comme ça, mais c'est complètement scandaleux en fait, parce qu'un accord qui n'a pas été voté, ratifié et mis en vigueur de façon provisoire en attendant de voir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, de fait, les conditions de l'accord sont mises en place alors que personne n'a dit OK. Donc c'est un déni de démocratie totale, soit dit en passant. Et voilà, donc là on est sur un petit peu essayer de suivre les conséquences de cette mise en vigueur provisoire, travailler avec les Colombiens, avec nos partenaires colombiens pour essayer de faire monter les informations, notamment par rapport aux questions de violation des droits de l'homme. C'est un petit peu le levier sur lequel on peut jouer. Et voilà. C'est à peu près tout. Merci Dalla. Du coup, on a prévu de garder 10-15 minutes à la fin pour que vous puissiez poser des questions. Donc on va enchaîner sur la présentation de Nicolas et son intervention. Et puis ensuite, je vous laisserai, je passerai un micro si vous avez envie de prendre la parole et de revenir sur ce qu'a dit Dalla. Donc voilà, l'idée c'était que Nicolas puisse élargir cette présentation à l'ensemble des accords de libre-échange, parce qu'il n'y a malheureusement pas que des accords qui concernent la Colombie, et puis revenir sur les impacts en Amérique latine. Bonsoir à tous. En relisant mes notes, en fait, je me disais waouh, c'est super déprimant. Donc je m'excuse un peu par avance, mais tout ce que je vais vous dire, c'est pas très réjouissant malheureusement. Donc je vais un peu enfoncer le clou par rapport à tout ce qu'on a déjà vu ce soir. Parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte à l'évidence que l'Amérique latine, c'est un peu le dindon de la farce des accords de soi-disant libre-échange. Et je mets des guillemets parce que on parle d'accord libre-échange, mais il y a zéro liberté dans libre-échange. La seule liberté qu'il y a dans les accords de libre-échange, c'est la liberté des multinationales à faire un peu ce qu'elles veulent, donc à envahir les marchés des pays les plus pauvres. Par contre, les libertés fondamentales, on est un peu loin du compte. Alors si on part un peu en arrière et qu'on remonte il y a un peu plus de 20 ans, 1994, était mis en vigueur un de ces nouveaux accords commerciaux globaux, entre guillemets, donc qui touchait à des domaines très élargis. C'était l'ALENA, donc l'accord de libre-échange nord-américain, qui concernait le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ça va bien sûr nous intéresser ici. Alors, c'était un traité qui était censé amener monts et merveilles, de la richesse, éradication du chômage, baisser la pauvreté, amélioration des conditions de travail, et j'en passe. Donc, en gros, le paradis sur Terre allait être délivré grâce à l'ALENA. Malheureusement, 20 ans plus tard, on se rend compte qu'on est très loin du compte, et surtout au Mexique. Chaque pays a été touché d'une façon ou d'une autre, on va dire, mais le Mexique a été particulièrement touché par cet accord. Et notamment, on parlait dans ce documentaire du secteur de l'agriculture, et donc au Mexique, il y a 2 millions de chômeurs en plus dans le secteur de l'agriculture, 1 million seulement dans le secteur du maïs. Je vous avais dit que ça allait être déprimant, donc j'avais pas menti, parce que c'est que le début. Alors c'est assez marrant ce qu'a dit Obama, parce qu'il a dit oui, je vais faire en sorte que le marché soit équitable, les Américains soient les meilleurs si le marché est équitable. Mais ce qu'il faut se rendre compte, et comme le disait Dalla, c'est que l'agriculture dans les gros pays occidentaux comme les États-Unis ou en Union européenne est très subventionnée. Donc ce qui s'est passé au Mexique, c'est que les produits subventionnés ont envahi le marché mexicain. Donc bien sûr, les paysans locaux ne pouvaient pas être en concurrence avec ces produits.
Et donc, en fin de compte, ça a créé encore plus de pauvreté dans le... Désolé, je rigole, je préfère en rigoler qu'en pleurer, mais... Donc, ça a créé encore plus de pauvreté dans le secteur de l'agriculture. Après aussi, un des aspects de ces traités, c'était de, soi-disant, améliorer les conditions de travail. Donc, tout allait bien mieux, bien plus juste pour tout le monde. On se rend compte au bout de 20 ans que l'inégalité homme-femme dans le secteur de l'agriculture est catastrophique, qu'il y a à peu près 5 millions d'enfants qui travaillent au Mexique. Il y a un gros développement de ce qu'on appelle les usines maquiladoras, donc aux frontières. Donc c'est des usines un peu d'assemblage qui servent pour des produits destinés à l'exportation. Donc encore une fois, très très bas salaire, conditions de travail catastrophiques. Les femmes mexicaines, c'est beaucoup de femmes qui travaillent dans ces usines. Donc les femmes mexicaines touchent 1/6 du salaire horaire états-unien dans ces usines. Donc on peut encore progresser un peu au niveau des droits du travail. Et puis un petit volet pollution pour finir sur l'ALENA. Donc avec le déversement des produits toxiques des multinationales, il y a une perte de fertilité sur à peu près 32 hectares des sols au Mexique. Donc un autre volet à prendre en compte dans ce traité. Alors notre traité marchait tellement bien que les États-Unis ont décidé d'élargir. Ils se sont dit on va faire un autre truc, cette fois avec l'Amérique centrale, un traité qui s'appelle le CAFTA. Donc c'est l'accord de libre-échange d'Amérique latine, tout simplement. Donc là, encore une fois, bon, rapidement, là, ça touchait plus de pays, donc tout le monde a pu avoir droit à une part du gâteau. Au Honduras, par exemple, on a eu un modèle, le modèle néolibéral a été bien sûr mis en avant, donc on a privilégié une agriculture industrielle destinée à l'exportation, plutôt que de favoriser les agricultures locales de subsistance. Et une des conséquences de ça, c'est que la dépendance alimentaire du pays a fortement augmenté et que la souveraineté alimentaire donc, est très compromise actuellement au Honduras. Et bien sûr, et on rejoint un peu ce qu'il y a eu dans ce dont on parlait dans ce documentaire, c'est qu'il y a eu inondation des semences provenant des compagnies américaines, donc Monsanto, etc., etc. Donc semences, graines hybrides, graisses transgéniques, et baisse du niveau des semences traditionnelles. Donc tout ça, ça crée une augmentation du prix des aliments, un exode rural, beaucoup d'émigration, donc pas vraiment la panacée qui nous était annoncée. Le Guatemala est un exemple intéressant aussi parce que, donc encore une fois, le CAFTA, c'est un des aspects qui avait été mis en avant, c'est d'améliorer les conditions de travail. Et donc on se rend compte 7 ans plus tard, puisque le traité a été mis en vigueur 7 ans plus tard, que le Guatemala est devenu le pays où il est le plus dangereux dans le monde d'être syndicaliste. Donc encore une fois, on a un petit aspect bien sympa là. El Salvador aussi qui fait partie du traité. Alors 90% de l'eau est contaminée à El Salvador, de l'eau potable. Donc même si vous faites chauffer, enfin bouillie, chlorinée, etc., on ne peut pas la boire. Et tout ça parce que El Salvador, il y a eu beaucoup d'exploitation minière, de minerais, de pétrole, etc. Donc, pas très réjouissant donc ces accords, mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que récemment, vous avez peut-être entendu qu'il y a le partenariat transpacifique qui vient d'être signé, enfin conclu, je devrais dire, il y a au mois d'octobre 2015, donc c'est tout frais. Il n'a pas encore été signé, mais ça devrait se faire normalement l'année prochaine. Alors, ce qui nous concerne pour l'Amérique latine, c'est le Mexique, le Pérou et le Chili. Et le partenariat transpacifique pousse la logique encore plus loin, on va dire. Donc on va encore plus loin vers la libéralisation des marchés et vraiment une approche néolibérale de l'économie où les multinationales prennent de plus en plus de poids, et notamment par exemple au niveau de ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, donc c'est tout ce qui est les brevets, etc., quoi, donc, sur les médicaments, sur l'agriculture. Donc on va allonger les brevets sur les médicaments, c'est-à-dire que les pays pauvres, enfin les pays, j'aime pas cette expression, les pays en développement qui n'ont malheureusement pas les moyens de s'offrir des médicaments très chers, ils vont avoir encore plus de problèmes pour avoir accès à des médicaments génériques qui sont beaucoup moins chers, on va dire, parce que les brevets vont s'allonger sur les médicaments. Ça veut dire que les médicaments vont rester, on va dire, la propriété exclusive pendant longtemps des laboratoires pharmaceutiques, en quelque sorte.
Donc pareil, il y a très peu de dispositions contraignantes en fait sur des sujets des sujets d'intérêt public comme l'environnement, comme la biodiversité, la sécurité alimentaire, etc. Tout est vraiment écrit dans ces traités pour qu'on aille en direction des intérêts des multinationales, ce qui est assez inquiétant. Alors il faut voir qu'il y a à peu près 650 traités commerciaux, accords commerciaux qui concernent l'Amérique latine seulement. Il y en a à peu près plus de 3000 dans le monde, et il y en a 650 pour l'Amérique latine seulement. Et dans la plupart de ces traités, dont l'ALENA, dont le CAFTA, le TPP, enfin le partenariat transpacifique, et se trouve une clause qui s'appelle la clause de règlement des différends entre investisseurs-États, qu'on appelle ISDS en anglais. Donc c'est une clause qui permet à des multinationales d'attaquer un État en justice si une nouvelle loi ou une nouvelle mesure va à l'encontre des profits des multinationales. Donc un exemple, en Uruguay par exemple, ils avaient décidé de mettre en place le paquet neutre pour les paquets de cigarettes, donc paquet neutre. En conséquence, Philip Morris a dit c'est une attaque à nos profits, donc on va attaquer l'Uruguay en justice. Et je dis en justice, mais c'est pas vrai, ça se passe pas vraiment dans des cours de justice nationale, ça se passe dans des cours d'arbitrage et centres d'arbitrage internationaux qui sont, il faut le dire quand même, largement pro-business. Et donc la plupart de ces traités contiennent ces clauses d'arbitrage. Et l'Argentine a été la plus grosse victime dans le monde, hein, parce qu'il y a eu, je crois, je sais plus combien de cas, j'ai pas noté, je crois que c'est 60 cas d'arbitrage juste pour l'Argentine, donc c'est à peu près 10% des cas dans le monde. Donc un pays entier. Donc, je crois qu'il y a à peu près, en tout, ils ont des condamnés à payer à peu près 1 milliard à des multinationales, 1 milliard de dollars, pardon, pour des histoires surtout pour des histoires d'intérêt public, parce que vous savez que l'Argentine a été touchée par une grosse crise, donc ils avaient décidé par exemple de baisser les taux, les tarifs d'électricité, les tarifs d'eau, etc. Bien sûr, ça n'a pas plu à des compagnies comme Suez, comme Veolia, compagnies françaises, et donc qui ont attaqué l'Argentine dans un de ces centres d'arbitrage. D'autres exemples rapidement, Chevron, donc une compagnie pétrolière qui au passage a déversé des milliards de litres de déchets toxiques dans la forêt tropicale. Donc l'Équateur, en conséquence, avait décidé d'arrêter, de suspendre le contrat. Ça n'a pas plu à Chevron, donc ils ont attaqué l'Équateur et l'Équateur doit payer 100 millions de dollars à Chevron en conséquence. Et comme ça, je pourrais en citer plein. Oxy, une autre compagnie pétrolière, a attaqué l'Équateur en justice. Ça a été baissé récemment, donc ils ont fait une petite faveur à l'Équateur, ils doivent juste payer 1 milliard de dollars de réparation à la compagnie Oxy. Donc je vais pas tous vous les énumérer, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, il y a plus de 600 cas dans le monde. Mais tout ça pour dire que ces cas d'arbitrage, c'est très très important, parce que ça nous touche aussi ici en Europe, parce qu'on a aussi des traités qui sont en cours de négociation. On a le CAFTA, le TTIP, et le CETA avec le Canada qui est en phase de ratification. Et donc, en conclusion, en fait, on peut dire que ces accords commerciaux de libre-échange, c'est comme ça qu'on les appelle, mais je trouve ça un peu malvenu, mais c'est vraiment un outil pour les puissants. C'est un outil pour les puissants et contre les plus faibles. Et malheureusement, les plus faibles n'ont actuellement pas trop d'armes pour se défendre. Parce que, un exemple, par exemple, au Nicaragua, où je ne sais plus quelle clause, le Nicaragua ne voulait pas accepter une clause que voulaient imposer les États-Unis. Disons, au vu des échanges entre les zones économiques, on va dire, entre l'Europe et, mettons, les pays en dame, j'imagine mal comment ils se sortiront comme ça de la voie dans laquelle on les a mis. Donc il y a beaucoup de choses sur tous ces pays, quelle que soit la zone géographique. Voilà. C'est le pot de fer contre le pot de terre, mais terre fragile. Hein. Voilà. Et juste une question, mais qui sont les partenaires ça se joue où? Ce sont les dirigeants politiques des pays qui signent ces traités. En Colombie, il n'y a personne qui prend les défenses de son propre pays. Est-ce qu'il y a déjà des pays qui ont dû payer ces pénalités dues
Parce que normalement, il était question à un moment donné, on se disait que qu'est-ce qui pouvait arriver si un pays ne payait pas. Et donc on se disait peut-être que ça pourra faire le jeu de prudence, je ne sais pas. Quelles sont les possibilités de pression vis-à-vis d'un pays qui n'accepte pas de payer en différence suite à ces fameux mouvements d'amnistie? On va prendre plusieurs questions et après on y répondra. Il y avait déjà eu un débat sur ce sujet, donc sur les traités Europe, Colombie, Pérou. Moi j'aimerais savoir, parce que ça n'avait pas été tranché, il n'y avait pas eu vraiment de réponse, mais ça commence un peu à émerger, manifestement sur la corruption des personnes qui signent en fait ce type de traité. Parce qu'il semblerait quand même qu'il y ait un financement sous-jacent de multinationales ou autres. Hein. On sait bien qu'il y a 36 intermédiaires, il y a les paradis fiscaux, il y a tout ça qui joue, évidemment. On ne pense pas assez non plus au rôle des filiales des multinationales qui arrivent à attaquer de absolument partout. Donc en fait, c'est un phénomène qui fait que même si l'entreprise elle-même n'est pas dans le pays, elle arrive par sa filiale à attaquer, donc c'est extrêmement important, je pense, à voir. Et puis surtout, on parlait des États, donc effectivement, des États ne peuvent ne pas payer, comme l'Équateur dans certains cas. Vous disiez qu'il y avait des chantages sur d'autres aides, mais il y a également les collectivités locales qui peuvent être attaquées. C'est-à-dire que là, bon, on parlait tout à l'heure du TAFTA, il y a un exemple un petit peu peut-être caricatural, c'est de dire une cantine va décider de faire du bio. C'est contre effectivement la norme d'une multinationale qui dit moi ça m'empêche de faire du commerce avec toutes les sous-traitants de cantines, et dans ce cas-là je peux attaquer la collectivité locale. Donc c'est pas seulement les États. Alors là ça coûte très cher, donc il faut des avocats d'affaires, et ça c'est extrêmement important. Oui, une question en fait en rapport avec le film qu'on a vu, savoir justement pourquoi la Colombie a accepté ces accords, et vous parliez du Nicaragua qui a accepté ce genre d'accord à cause de pression voilà, de la part des autres États. Bref, c'est vraiment ça la question. Est-ce que c'est de l'enrichissement personnel pour les gouvernements, pour certaines... des accords, voilà, de la corruption, peut-être comme ça a été évoqué, ou qu'est-ce qui pousse l'État à dire oui, ok, on valide cet accord? Je vous laisse peut-être répondre à ces trois questions. Alors pour donner des éléments de réponse, pas pour répondre en soi à la question à la fois de qui négocie, les questions de corruption, des influences, pourquoi on accepte, etc. Donc déjà, sur qui négocie ces accords-là, au niveau de l'Union européenne, il y a des équipes de négociation en fait. Après, il y a toujours des consultations du Parlement, etc., ce genre de choses, mais en gros, il y a une équipe de la Commission qui négocie. Et l'interlocuteur en Colombie, par exemple, c'est... Et alors là, c'est des noms du gouvernement, après je ne sais pas du tout... je pense à... Ça, c'est pour des dirigeants politiques. Ouais. Après, je ne sais pas du tout les détails, qui exactement est en charge. Je connais au niveau de l'Union européenne ce qui se passe. Après, du coup, alors, au niveau de l'Union européenne, il y a forcément la question des lobbying, c'est-à-dire que les intérêts qu'on défend, comme on disait, c'est les intérêts des multinationales, des groupes économiques, des entreprises européennes. Et il y a une très forte, ça c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi, c'est-à-dire que dans à la fois le développement du texte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va proposer, qu'est-ce qu'on veut demander, enfin proposer c'est un bien grand mot, qu'est-ce qu'on va demander, exiger à ces pays dans le cadre de ces accords-là, dans le contenu même en fait de ces accords, on a des lobbies qui interviennent via leurs experts, via des pratiques de lobbying qui ne sont pas régulées, notamment aller déjeuner avec machin truc qui négocie, etc. Enfin, tout un enjeu qui a un enjeu bien spécifique là-dedans, en fait, qui est pour la régulation du lobbying et faire en sorte qu'il y ait moins
de capture en fait, de la décision par ses intérêts économiques, mais c'est sûr que c'est un enjeu extrêmement important et qui explique beaucoup de choses, si ce n'est la majorité des enjeux dans les accords de libre-échange. Après, sur les questions de corruption, voilà, où est le lobbying, où est la corruption, c'est une barrière très floue. Après, encore une fois, par exemple, sur le cas de la Colombie ou du Pérou, je connais pas assez en fait, les détails pour vous dire il y a tel cas, il y a tel truc, il y a telle influence. Après, c'est sûr qu'il y a évidemment des intérêts qu'on ne connaît pas ou des pressions qui sont faites au niveau national. Pourquoi les dirigeants de certains pays acceptent ces accords-là alors que c'est clairement pas bénéfique pour leur population, etc. Il y a d'une part un peu certaines choses que tu disais Nicolas, il y a des pressions énormes qui sont faites à la fois en termes d'aide au développement, en termes d'accès des exportations. Je prends la Colombie pour que ce soit facile à expliquer, hein, mais il y a des accords ou des systèmes préférentiels qui existent en fait pour les entreprises, par exemple, colombiennes qui veulent exporter des biens en Union européenne. Il y a des menaces qui sont faites là-dessus, c'est-à-dire qu'on nous dit, si vous n'acceptez pas nos conditions, et du coup, on coupe votre accès au marché européen. Il y a eu toute une question aussi pour l'Amérique latine, pour l'accord Colombie-Pérou. Je ne me souviens plus quels étaient les amis, parce que c'était bien avant que moi j'arrive, je ne sais pas si tu te souviens, mais en gros des pressions par rapport à l'intégration régionale, c'est-à-dire qu'en gros s'ils signaient pas tous en bloc, ils allaient scinder les préférences en fonction des pays, du coup il y avait plein de jeux stratégiques par rapport aux pays dans la région, ce qui se fait un peu avec les pays d'Afrique de l'Ouest dans le cadre des accords de partenariat économique, donc les APE, qui en fait a une espèce de stratégie de bloc, c'est-à-dire qu'il faut que vous tous vous signiez les accords avec l'Union européenne, parce que sinon on va dire à tel pays que toi t'as plus rien, par contre toi à côté tiens tu peux continuer. Enfin, c'est aussi tout un jeu en fait d'intérêt et de gagner toute une région à ce jeu de libre-échange en fait. Donc il y a plein de pressions en fait de différentes natures qui font que les pays se retrouvent dans des situations super compliquées. Ça, plus le fait que certains dirigeants n'ont pas pour objectif primaire le bien-être de leur population et le développement économique local, mais chaque ils savent qu'ils ont telle ou telle entreprise qui va pouvoir bénéficier, il y a tel ou tel investissement, donc voilà, et c'est tout ce qui les préoccupe. Donc en fait, il y a plein d'explications, il y a plein de ficelles en fait qui sont en jeu dans ces négociations. Je dois juste rajouter par rapport à ça qu'il y a aussi, je pense, ça c'est mon interprétation personnelle, hein, je pense qu'il y a une dimension idéologique qu'il ne faut pas négliger. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y croient vraiment. C'est-à-dire, quand là il y a une nouvelle élection au Canada où il y a un nouveau Premier ministre qui est, même s'il ne va pas être aussi, on va dire, catastrophique que son prédécesseur au niveau politique commercial, c'est des gens qui y croient beaucoup, ils croient vraiment que c'est par là qu'on va arriver à nos fins et à créer un monde meilleur. Donc je pense que ça c'est vraiment pas à négliger. Après, alors pour répondre à des questions précises, qu'est-ce qui se passe si un État ne veut pas payer un recours arbitral? Alors déjà, l'État en question, s'il refusait de payer, il y aurait une pression énorme. Pression politique, juridique, économique, etc. On a vu avec l'histoire des aides, par exemple, au Nicaragua. Donc, ça, c'est un premier volet. Après, un deuxième volet, je vais prendre un exemple très concret. C'était la Slovaquie qui avait privatisé son système de santé il y a quelques années. Je ne peux pas vous donner la date exacte. Et un nouveau gouvernement est passé et a décidé de renationaliser le système de santé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vu que le système était entre autres opéré par une compagnie néerlandaise d'assurance, ils ont attaqué sur la Slovaquie en justice, tribunal d'arbitrage, ils ont gagné, et la Slovaquie a été condamnée à payer 22 millions d'euros. Qu'est-ce qui s'est passé? La Slovaquie ne voulait pas payer, donc ça ne s'est pas terminé là, et les actifs en fait les actifs du gouvernement, de l'État slovaque, qui étaient présents dans des banques au Luxembourg, ont été gelés. C'est-à-dire que c'est tout à fait possible d'avoir un État, de geler les actifs ou de saisir des possessions des États à l'étranger, en vertu de ce système. Donc, ça peut quand même être assez dommageable pour les États et les encourager à payer, parce que là, en l'occurrence, ils ont saisi pour 29 millions d'actifs, alors qu'ils avaient été condamnés à payer 22 millions. Donc,
Et juste une petite précision sur l'histoire des collectivités locales. C'est vrai que vous avez raison, mais comme vous dites vous-même, c'est un poil caricatural. Non, mais vous avez raison. Hein, c'est vrai que c'est un peu l'esprit de ce genre de traité. Après, je voulais juste préciser une seule chose, c'est que dans ce cas précis, imaginons qu'une collectivité, que la ville de Paris, par exemple, décide de mettre que du bio dans ses cantines, ou de mettre que des aliments qui font partie d'un réseau local, des agriculteurs locaux, etc. Si un investisseur décide qu'il y a un manquement au traitement juste et équitable, etc., et qu'il veut intenter un recours arbitral, c'est pas la ville de Paris qui va attaquer, c'est l'État français. Voilà, juste un petit. Donc c'est l'État français. Et au passage, c'est tout le contribuable. Donc nous payons tous ce système. Voilà. C'est très grave, ça veut dire que toutes les multinationales sont au-dessus des gouvernements et les gouvernements c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. C'est ce que je disais, quoi. Ces traités, c'est vraiment mettre des. En fait, les multinationales veulent de plus en plus se comporter comme des États. Elles veulent de plus en plus des droits étatiques, on va dire. Bientôt, elles auront des armées. Enfin, elles en ont déjà. Alors, je peux encore prendre peut-être une, voire deux questions, mais après, il va falloir qu'on libère la salle. Donc, juste, si vous voulez intervenir, levez la main et je vous donne le micro. C'est par rapport à votre réponse, à l'occurrence de Slovénie, les salariés de l'Europe. Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous me dites que les actifs ont été gelés à Luxembourg. Donc, c'est dans le cadre quand même de l'Union européenne. Slovénie. Pardon, Slovaquie. Qu'est-ce qui se passe si. Là, on a saisi de manière tout à fait. Oui, voilà, ça change finalement, ça change pas. C'est même pire, je pense, pour un pays qui ne se retrouve pas en Union européenne. Parce qu'un pays comme le Nicaragua, on peut lui faire beaucoup plus de chantage qu'un pays comme la Slovaquie. Je prends une dernière question. Je voulais savoir si le droit international ne peut rien. Sur ces choses-là, il n'est pas valable, le droit international. Ce n'est pas le droit du pays, de nation En fait, ça fait partie du droit international. C'est tout à fait légal. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Hein. On est dans un système qui est parfaitement légal. Donc le droit international. Oui, c'est-à-dire que ces clauses-là, en fait, font partie d'accords internationaux. Enfin, je veux dire, c'est au même niveau que des choses qui se trouvent à l'ONU ou autres, quoi. Donc il n'y a absolument rien, enfin tel qu'il est. Oui, c'est ça. On a accepté de mettre ça dans tel ou tel accord qu'on a signé, donc voilà. Ça veut dire que nous allons dans un état fasciste général sur la Terre entière. C'est pas un état fasciste, ce sont des états qui ont des accords, qui ont des clauses contre la démocratie. C'est pas un état global fasciste. C'est ce qui va arriver un jour ou l'autre. Alors, voilà. Je pense qu'il ne faut pas non plus. C'est vrai que c'est assez dramatique, mais je pense qu'il faut. En fait, il faut plutôt dire que ça va arriver, il faut plutôt se donner les moyens pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc, on parlait autour de soi, il faut vraiment faire comprendre aux. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Enfin, peut-être, je sais pas, des. Ouais, clairement, par exemple, sur la campagne contre le TAFTA, il y a une grosse partie de la campagne qui est là-dessus, c'est-à-dire sensibiliser, expliquer, dénoncer ce système qu'on appelle LSDS. Dans les campagnes, on appelle ça comme ça, c'est le sigle en anglais, qui est en fait ce système de règlement des différends investis par l'État. Et donc en fait, il y a tout un travail là-dessus qui est de dénoncer ce système-là, d'expliquer voilà, toutes les conséquences, tout ce que ça implique, le fait que du coup, ça met effectivement les intérêts des entreprises au-dessus du bien commun, du pouvoir de décision démocratique, etc. Donc il y a à la fois tout un travail qui est fait pour empêcher que cette clause soit mise dans le TAFTA et puis en parler sur tous les autres accords et voilà, faire un travail de sensibilisation, faire que les gens se mobilisent. Alors il y a toute une campagne européenne là-dessus. Il y a un truc qui s'appelle l'ICE, c'est l'initiative
citoyenne européenne, l'initiative, c'est quoi? C'est l'initiative citoyenne européenne. Donc ça c'était une grosse pétition européenne. C'était juste le C, c'est citoyenne ou c'est... Ouais, mais ça change. Ouais, c'est ça. Et qui permet en fait à chaque citoyen européen d'aller signer pour qu'en fait remettre après ces signatures, on les remet régulièrement. C'était le mois dernier, on a fait une remise de ces signatures à Steckel, qui est le secrétaire d'État au commerce extérieur, du coup qui est en charge du dossier commerce, etc. 3 millions de signatures, et du coup ça permet d'avoir aussi un levier politique de dire bah voilà, les citoyens ne veulent pas de ce truc-là, enlevez-nous ça des accords, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas le modèle qu'on souhaite, etc. Donc ça c'est une des choses. Après voilà, les associations font beaucoup de travail de plaidoyer pour aller contre ça, mais je veux dire ce qui est extrêmement important, c'est que chacun sache en fait que ce système existe et fasse pression à la fois au niveau de ses élus locaux, et tout ça remonte et donne du poids en fait après à ce que les associations font à des niveaux plus de plaidoyer en montrant que les gens rejettent ce modèle-là. Donc il n'y a pas rien à faire, c'est-à-dire qu'il faut au contraire dire on veut pas ça, on rejette, c'est pas le modèle qu'on veut, et voilà. Juste une petite précision là-dessus. Les informations que j'ai moi en général, c'est que les députés finalement sont très peu sollicités sur le TAFTA. Donc ça prouve qu'il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus, un gros travail de sensibilisation de nos proches, à encourager à contacter comme disait Lala, contacter nos représentants. Eh ben, il faut continuer, c'est un travail de longue haleine, madame. Les manifestations contre le TAFTA, on se retrouve à 50. C'était 250 000. On va se terminer sur cet appel à mobilisation. Continuons la lutte, voilà. Et je vous remercie d'être venus. On a, si vous voulez continuer à connaître le sujet, France Amérique Latine a publié un hors-série sur les traités de libre-échange, leurs conséquences en Amérique latine, qui est disponible à l'entrée. Et c'est le FALMAG, la revue France Amérique Latine. Vous pouvez aussi retrouver le dernier numéro qui est sur la Colombie, donc si ça vous intéresse. Et puis la conférence a été, le débat ensuite a été filmé, donc ce sera disponible sur le site de France Amérique Latine d'ici quelques temps. Et on évitera les liens nécessaires pour continuer le débat.